tous, je vous retrouve pour la nouvelle vidéo de la semaine. Voici les lectures que j'ai faites, il y a un peu de tout. On a BD, on a manga ici, on a de la lecture plutôt jeunesse, on a un polar qui fait frissonner et on a du classique, du grand classique, même du culte. Je vais commencer par celui-ci, Glacé de Bernard Minier aux éditions Pocket. C'était ma lecture en cours de la semaine passée, je l'ai terminée. C'est quand même une brique qui fait un peu plus de 700 pages, mais ça se lit vraiment tout seul. J'ai beaucoup aimé, c'est ma première lecture de cet auteur et j'ai accroché, c'est vraiment très très bien. Alors, pour l'histoire, on va retrouver dans une froide vallée des Pyrénées un cheval mort qui a été décapité et qui a été accroché à une colline suivant une mise en scène assez particulière. Le cheval va être découvert par les ouvriers, des ouvriers qui se rendaient justement dans la centrale hydroélectrique. Cette affaire un peu particulière va être confiée au personnage principal de cette histoire, qui est le commandant Servaz. Et dès le départ, cette histoire va être compliquée, étant donné qu'au fur et à mesure des interrogatoires de ces ouvriers, du personnel de la centrale, le commandant va se rendre compte qu'en fait, personne n'a rien vu, rien entendu, ce qui n'est bien sûr pas possible, parce qu'il n'est pas simple d'aller voler un cheval, de le décapiter, de le ramener à la centrale et ensuite de le faire monter par téléphérique jusqu'à la colline pour ensuite le placer dans une mise en scène étudiée. Donc c'est déjà très louche dès le départ. On apprend également qu'à quelques kilomètres, il y a un centre psychiatrique vraiment de très haute sécurité où il y a de dangereux personnages qui sont soignés, entre guillemets, là-bas parce que les traitements qui sont apportés sont un peu particuliers, même un petit peu violents. Donc voilà, la question vient se poser, est-ce que c'est l'acte d'un de ces pensionnaires, donc l'acte d'une personne démente, mais il y a aussi la question de comment serait-ce possible que cette personne ait quitté le centre, qu'elle ait fait cet acte barbare avec le cheval et puis il serait retourné tranquillement dans sa petite cellule dans l'asile psychiatrique. C'est extrêmement bizarre aussi. Au niveau du cheval, il appartient à un homme d'affaires extrêmement important qui n'était pas apparemment dans la région au moment où l'acte a eu lieu, mais qui va revenir. Donc c'est aussi délicat au niveau de la politique. Cette affaire est vraiment mise en avant, étant donné que le cheval appartient à un personnage très fortuné, très influent. Malheureusement, ce n'est pas tout, parce que quelques temps plus tard, on va avoir affaire à un second meurtre. Là, ce ne sera pas un cheval, ce sera un homme qui sera tué, qu'on va retrouver pendu au-dessus d'un pont, de nouveau dans la nature. On va mettre la pression sur le commandant pour résoudre au plus vite cette histoire. On va s'apercevoir qu'il y a des secrets. Des secrets qui ont été cachés dans ce village des Pyrénées. Et ce commandant va vraiment avoir besoin de toute son expérience, de toute son intuition surtout, pour découvrir le fin fond de cette histoire et un peu déterrer tous les secrets qu'il y a eu dans cette vallée et découvrir en fait quelle est la raison de cette mise en scène, quelle est la raison de ces meurtres et voilà, tout s'enchaîne vraiment très très bien. Il y a vraiment beaucoup de pages, il y a 700 pages à lire, mais ça s'enchaîne vraiment super vite. Il y a un suspense qui est présent. On se retrouve vraiment dans l'ambiance glaciale. La couverture du coup est bien choisie parce qu'on a ces petits frissons par moment dans certaines situations. C'est très stressant, il y a des secrets vraiment malsains qui sont cachés, qui ont fait énormément de mal dans ce village, dans cette vallée et on se rend compte en fait qu'il y a vraiment une vengeance qui est en cours. J'ai adoré. J'ai un autre de Bernard Minier justement dans ma palle prévue pour l'hiver, c'est Nuit, je pense. Ça a l'air aussi dans une ambiance froide et je vais sans doute pas trop tarder à le lire également parce que je trouve que le style de cet auteur est vraiment très chouette.
À présent, la lecture jeunesse que j'ai faite, c'est un livre que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps quand j'étais allée faire un tour chez Filigrane et ça faisait un petit moment que je le voyais passer, j'avais des bons échos. Du coup, je l'ai cherché, je l'ai trouvé et je l'ai directement commencé. Ça se lit vraiment très bien, c'est fluide, c'est de la jeunesse donc c'est assez aéré au niveau des pages. Il y a 300... Oui, il y a plus ou moins 300 pages. On a aussi des parties qui rythment la lecture. Il y a ici 4 parties, si je me rappelle bien, 5 parties. À chaque fois, on les voit ici, les tranches foncées dans la lecture. La couverture est super belle. Je vous montre, il y a plein de choses. Si on fait pivoter, on voit qu'il y a des ajouts en argenté au niveau du nom. Voilà. Alors ici, c'est une histoire de fantômes. On le voit dans le titre avec chasseuse de fantômes. Je pense qu'il y a 3 tomes actuellement. Il me semble. On va suivre Cassidy. Cassidy est une jeune fille qui a eu un grave accident parce qu'elle s'est noyée. Elle a failli se noyer et elle a été sauvée par un personnage qui s'appelle Jacob. Le pire semble être évité. Le souci, c'est que c'est pas aussi simple. En fait, Cassidy, pendant un moment, s'est vraiment noyée. Elle est morte et elle est revenue à la vie grâce à l'aide de Jacob qui est en fait un fantôme. Donc ce fantôme va devenir son meilleur ami. Il va l'accompagner partout. Elle est bien sûr la seule à pouvoir le voir. Ses parents sont dans le domaine parce que ce sont c'est un style de chasseur de fantômes dans le sens où ils écrivent des livres sur le sujet. Mais évidemment, il ne croit pas aux fantômes. Depuis cette noyade, Cassidy a le don de pouvoir voir les fantômes, voir les morts, et elle peut traverser ce qu'elle appelle le voile. On le voit ici, il est illustré sur la couverture, et elle peut en fait traverser les deux mondes, le monde des vivants et le monde des morts et des fantômes qui sont coincés dans ce monde. Avec le travail de ses parents, étant donné qu'ils sont dans le domaine des fantômes, je vais dire, on va leur proposer de réaliser une émission où ils vont se déplacer un peu à travers le monde dans des lieux, donc des lieux qui pourraient être hantés. Première étape de leur voyage, c'est l'Écosse. Donc ils se rendent en Écosse où elle va rencontrer Lara. Lara qui est une jeune fille qui possède, elle va s'en rendre compte, le même don qu'elle. Ça va évidemment l'intriguer vu que c'est la première fois qu'elle rencontre quelqu'un qui est comme elle. Et cette jeune fille, Lara, va vraiment lui expliquer pas mal de choses par rapport à sa nouvelle condition et lui expliquer quel est vraiment son rôle parce que le fait d'avoir ce don implique aussi des responsabilités. Elle va lui expliquer comment tout cela fonctionne, mais par contre on va aussi découvrir qu'il y a vraiment des grands dangers au fait de pouvoir traverser comme ça les différents univers et qu'il y a des fantômes qui peuvent vraiment être très dangereux étant donné que certains fantômes qui sont puissants évidemment recherchent à revenir à la vie. Cassidy ou également les personnes comme elle sont un très bon moyen pour y arriver. C'est une lecture jeunesse qui est vraiment très agréable. Je l'ai lu très vite, ça prend pas beaucoup de temps de lecture. Je pense que je l'ai lu en plus ou moins une soirée, quelque chose comme ça. Mais j'ai vraiment bien aimé. On s'attache au personnage de Cassidy et du fantôme Jacob. Ils forment un duo assez sympa. Ils sont tous les deux très soudés, ils sont solidaires. Il y a une chouette intrigue, il y a des rebondissements, il y a un petit peu de frayeur par moment. Je me suis pas du tout ennuyée, c'est vraiment un chouette livre. D'ailleurs, je pense que je vais aller chercher les tomes suivants pour pouvoir continuer les aventures de Cassidy et Jacob et voir un petit peu vers quoi ça va évoluer. En ce qui concerne la BD, c'est celle-ci, Abby et Walton. C'est aux éditions Delcourt. C'est fait par Anaïs Allard et Georgia Cassetti.
Très jolie couverture. Je sais pas en fait si c'est un one shot ou s'il y aura la suite. À mon avis, il peut tout à fait y avoir la suite. Un tome 2 et d'autres histoires. Alors ici, on va suivre Abby. Abby, qui est le personnage ici en bleu, vit dans un hôtel avec sa maman. Sa maman qui, on comprend qu'elle a des soucis personnels, elle n'est pas dans une très bonne période et elle accorde vraiment très peu de temps et très peu d'attention à Abby. Abby qui va essayer de passer le temps comme elle peut et elle décide un jour de explorer l'hôtel qui est extrêmement ennuyeux. Il y a quasiment personne dans cet hôtel, c'est désert. Et au fil de ces petites balades dans l'hôtel, elle va découvrir tout d'abord un pendentif assez particulier qu'elle va prendre et porter sur elle. D'ailleurs, on le voit représenté ici. Et elle va également tomber sur une chambre dont la porte est fermée, verrouillée, qui a l'air vraiment très ancienne, laissée à l'abandon. Ça va l'intriguer. Elle va donc rentrer dans cette pièce, elle va un peu s'y amuser et malencontreusement, elle va réveiller le fantôme du personnage de Walton, qui est celui-ci. Walton, ça fait longtemps qu'il est endormi, on va dire, et il est ravi de pouvoir hanter Abby qui est beaucoup moins contente. Elle n'a pas peur, elle est juste exaspérée par le personnage de Walton, qui est un personnage assez particulier. Il ne représente pas du tout l'idée qu'on se fait d'un fantôme parce qu'il est peureux, il est lâche, malgré le fait qu'il soit mort et on se dit il peut rien lui arriver. En fait, c'est vraiment un personnage très craintif, très peureux. Abby, au contraire, elle, c'est l'opposé. Donc, c'est une jeune fille qui est vraiment intrépide, fonceuse, trompe la mort, parce que la mort, justement, est un personnage de cette bande dessinée. Le duo entre les deux personnages, du coup, fait des étincelles. Et on va suivre les aventures entre les deux. Abby va en fait essayer d'aider Walton. C'est un chouette univers, un univers fantastique qui met en scène des fantômes, mais ainsi que d'autres créatures étranges. On a des vampires et on a également, comme je l'ai dit précédemment, la mort qui va être un des personnages repris sous une forme assez particulière, une forme sous laquelle on ne l'attend pas. En tout cas, moi, je ne l'attendais pas du tout visualisée comme ça, mais ça change, c'est intéressant. C'est donc une chouette BD sur une histoire de fantôme mais amenée avec beaucoup d'humour. Ensuite, le manga qui est celui-ci, donc c'est Mermaid Saga, c'est le tome 1. Il est quand même assez épais, il fait un petit peu moins de 400 pages. Il est à 390, quelque chose comme ça. La couverture est vraiment très belle. Au début, elle est colorée comme ceci. On a la tranche en doré et on a le dos avec ce personnage qui est également dans les tons dorés. C'est super beau. Les dessins sont vraiment aussi très travaillés. On a différents styles de dessin. Donc on a les principaux qui se présentent comme ça. Et puis on va en avoir d'autres où c'est différent. Voilà, comme ceci. Dans cette histoire, donc les sirènes sont le symbole de l'immortalité. Et on va suivre le personnage de Yuta, représenté ici. Yuta a plus ou moins 500 ans et il ne peut plus vieillir ni mourir depuis qu'il a mangé de la chair de sirène, ça fait un bail. Il est lassé de cette vie et il recherche une sirène afin d'inverser le processus et de redevenir mortel. Et c'est toute la quête qui tourne autour de ça dans ce manga. Ici, l'image des sirènes n'est pas du tout celle de Walt Disney. Ça n'a rien à voir avec la petite sirène Ariel. Ce sont des créatures assez féroces, des créatures cruelles, on peut même dire, et qui s'apparentent plus à des monstres qu'à des créatures sublimes. Il y a des personnages qui sont également en quête de sirènes et qui vont qui vont tout faire pour y parvenir, quitte à blesser Yuta ou à essayer de le tuer. Ces autres personnages qui recherchent les sirènes
pour obtenir l'immortalité sont plus des personnages violents, des personnages qui sont prêts à tout, qui accordent pas beaucoup d'importance à la vie. J'ai bien aimé l'histoire de manière générale. D'ailleurs, j'ai craqué pour le tome 2 pour pouvoir continuer. La seule chose qu'il faut savoir ici, c'est que ce manga, c'est une succession de petites histoires qui suivent quand même un schéma général qui est toujours le même. Donc on va suivre Yuta. Il est dans sa quête de sirène. Il va arriver à différents endroits. Généralement, il y aura de la violence parce qu'il y a des gens qui vont essayer de le tuer. Il va généralement faire la connaissance d'une jeune fille, une demoiselle qui va secourir, qui va aider. Et c'est comme ça à chaque fois. Il y a juste un personnage qui va rester tout le long du manga. C'est le premier personnage qu'il va rencontrer dans la première petite histoire. Moi, ça m'a pas dérangé spécialement ce côté répétitif et c'est plus des histoires qui sont accolées avec une suite et qui se suivent que vraiment une histoire complète. Mais moi, j'ai bien aimé cette lecture, j'ai bien aimé me retrouver dans cet univers mythologique avec cette quête de l'immortalité et des dangers aussi qui accompagnent cette quête de l'immortalité parce que évidemment c'est pas aussi simple, il suffit pas simplement enfin simplement entre guillemets de trouver une sirène et de manger sa chair pour être immortel. Non, ça ne fonctionne pas comme ça pour tout le monde, donc il y a vraiment des dangers autour de ça, donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Et enfin, pour terminer, on a celui-ci. C'est Autant en emporte le vent, partie 1. C'est de Margaret Mitchell et on est aux éditions Gallmeister ici. Déjà, parlons de cette couverture qui est splendide. J'adore cette couverture, je la trouve trop belle. Ça fait un moment que j'avais ce livre dans ma palle, qui est plus une palle mais un chariot à lire. J'en ai deux en plus, 2 chariots à lire. Petit aperçu ici de mon chariot. Ça c'est le premier chariot donc de ma pile à lire. Et ici, voilà également chariot de lecture avec tous des livres en attente. Hop. Sans les fleurs, on verra mieux. Voilà, j'ai de quoi faire. J'ai la partie 1 et la partie 2 et ici j'ai tenté les livres audio, donc je l'ai écouté. Ça ne remplace absolument pas les livres bien sûr, ce n'est pas du tout la même chose mais j'ai bien aimé cette expérience. Ça permet justement de faire autre chose tout en écoutant le livre. J'ai vraiment bien apprécié cette lecture. La voix de la personne qui lisait était vraiment très bien. C'est une belle brique. Il y a également 700 pages et j'ai adoré me replonger dans cet univers, dans cette ambiance. Je n'avais encore jamais lu les livres. J'ai vu plusieurs fois le film que j'adore. Je suis vraiment très contente d'avoir pu lire ce livre ici. Je pense que tout le monde connaît l'histoire parce que c'est un classique, c'est culte. Mais on va suivre Scarlett O'Hara. On est en Géorgie vers 1861, donc c'est avant la guerre entre les Yankees et les Confédérés. Et on a le personnage de Scarlett qui a à peine 16 ans. Qui est une riche héritière d'un domaine qui s'appelle Tara, qui est une plantation, une exploitation de coton. Et la guerre civile qu'on connaît évidemment pointe tout doucement le bout de son nez. Les hommes n'arrêtent pas d'en parler, ils sont enthousiastes par rapport à cet événement qui arrive. Ils sont sûrs de leur victoire, ils sont certains de leur force, de leur cause, de leurs principes. Et Scarlett en fait, elle s'intéresse mais pas du tout à ces histoires qui sont des histoires d'hommes qui pour elle sont sans aucun intérêt. Elle, tout ce qu'elle veut c'est s'amuser, c'est plaire et c'est surtout arriver à se marier à un garçon, un homme qui s'appelle Ashley.
Le souci, c'est que Ashley est promis à une autre femme. Du coup, Scarlett a le cœur vraiment brisé par rapport à ça. La guerre va arriver. Les hommes vont partir à la guerre. Elle va par dépit épouser quelqu'un d'autre, un garçon avec qui elle va avoir un enfant, un petit garçon, et elle va perdre son mari aussi extrêmement rapidement, étant donné qu'à peine marié, il va partir à la guerre, il va décéder à la guerre et elle va se retrouver veuve avec un enfant à 18 ans, 17-18 ans, quelque chose comme ça. Dans ce livre, on a donc ce personnage de Scarlett qui est le personnage principal, mais on a également le personnage de Rhett Butler qui est le personnage principal masculin, qui lui a une réputation extrêmement douteuse. On le soupçonne d'être un contrebandier. Il a une belle fortune et tout doucement, il va commencer à s'intéresser au personnage de Scarlett, mais sans aller trop vite en besogne. Scarlett, c'est un personnage, en fait c'est assez particulier parce que le personnage en lui-même, il est détestable. C'est une jeune fille qui est vraiment égoïste, qui est superficielle, qui ne pense qu'à elle, qui est méchante avec les autres. Elle est vraiment pas agréable si on veut être objectif, mais ici dans la façon dont c'est amené, c'est un personnage fantastique parce qu'elle a tous ses défauts, des défauts qui sont quand même énormes, mais en fait personne ne semble vraiment les voir. Tout le monde lui trouve des excuses à son comportement et à ses paroles égoïstes. La seule personne qui semble la voir telle qu'elle est, c'est justement Rhett Butler. Et il va y avoir une histoire qui va tourner autour de ces personnages, donc autour du personnage de Scarlett, de Rhett Butler, d'Ashley et également de la femme d'Ashley qui s'appelle Mélanie. Ces personnages vont être liés, ils vont se déchirer et tout ça en plein milieu de la guerre. Donc il y a cette histoire d'amour vraiment compliquée, cette obsession quasiment que Scarlett a pour Ashley, cet amour impossible qu'elle n'arrive pas en fait à abandonner. Et en même temps, voilà, il y a cette relation qu'elle va avoir avec Rhett Butler, où dans le premier tome, elle ne sait pas trop à quoi s'en tenir, quelle est exactement cette relation, parce que elle l'apprécie pas spécialement le personnage, ce qu'il est, la réputation qu'il a, mais elle est quand même attirée par lui, donc c'est un peu particulier. C'est vraiment un superbe roman à lire, à relire. À mon avis, je le relirai de toute façon une prochaine fois. Là, j'ai commencé le tome 2. Le tome 2 qui a également une magnifique couverture. Donc, dans le tome 1, on a l'ombre de Scarlett. Dans le tome 2, on aura l'ombre de Rhett Butler avec l'histoire qui continue, l'après-guerre, avec toutes les conséquences que ça a eu, tous les morts, toutes les faillites, les ruines qu'il y a eu. Donc ça, ce sera axé sur cette partie-là que je vais donc continuer, poursuivre sur ma lancée. Je vais également poursuivre en audio. Je vais faire le tome 1 et le tome 2 en audio. Et voilà. Alors, je vais vous parler à présent des petits achats que j'ai faits. J'ai reçu une commande que j'avais faite il y a un moment. Elle a pris du temps à arriver parce que je l'avais fait vraiment au début du mois de janvier. Là, on est déjà à la moitié du mois et je l'ai reçue seulement maintenant. Mais bon, ce n'est pas grave, je suis contente de l'avoir reçue. J'ai commandé ceci, donc c'est Nevermore, le tome 2. J'ai lu le tome 1 à sa sortie. J'ai un peu de retard parce que le tome 3 est sorti. Mais j'ai eu envie de poursuivre ma lecture et j'ai acheté celui-ci. J'ai également continué une saga que j'avais commencé, c'est Agatha Raisin. J'avais lu des tomes 1 à 4 quand c'est sorti, donc ça fait maintenant plusieurs années. Puis j'avais fait une petite pause parce qu'il y a toujours quelque chose à lire, mais ces temps-ci j'ai eu envie de raccrocher dans cette saga et je me suis fourni les tomes 5 et 6 que voici pour mes lectures prochaines. Celui-ci aussi, c'est pas facile à prononcer, c'est Abracadagascar. Au niveau de l'histoire, la couverture est vraiment très belle, la quatrième aussi.
Donc c'est la fabuleuse histoire des lunes de Pandore, un monde où la magie de l'océan rivalise avec celle des sorciers et où la formidable érudition du sage Ménéas Marfil nous emporte dans une merveilleuse épopée. Il y a 3, c'est une trilogie, hein. Les 3 sont déjà sortis. Moi ça m'a assez intriguée quand je les ai vus passer, donc je vais découvrir cela avec grand plaisir. Je vois qu'il y a également des pages où il y a des cartes. Hop, oui, il y a plusieurs cartes, ça peut être sympa pour mieux visualiser l'univers. Et enfin, celui qui me manquait, le phare du bout du monde, ce sont les aventures, les enquêtes magiques de Seth Sepi. J'avais eu l'occasion précédemment, j'ai commencé à l'envers parce que j'ai d'abord lu le tome 3, ensuite j'ai lu le tome 1 et maintenant je viens d'acheter le tome 2, donc complètement à l'envers, mais c'est pas grave, j'ai vraiment beaucoup aimé. Effectivement c'est plus pratique de les lire dans l'ordre parce que même si c'est des enquêtes magiques, hein, comme c'est écrit ici à l'arrière, avec le même personnage, on peut suivre tout à fait l'enquête, ça c'est pas un problème. Le seul truc c'est que on a des informations concernant les personnages autour du personnage de Seth et on a également des informations concernant la vie et le passé de ce personnage. Donc moi quand j'ai commencé avec le tome 3, je me suis pas perdue dans l'enquête et j'ai passé un bon moment. Par contre, le personnage de Seth connaissait déjà tous les personnages qui évoluent autour de lui, logique. Mais moi, ça m'a un peu... je me suis pas perdue parce que c'est une lecture jeunesse aussi. Donc, c'est pas compliqué à suivre. C'est bien fait, mais c'est pas compliqué à suivre du coup. Mais évidemment, en lisant après le tome 1, j'étais plus dans l'histoire et j'ai pas eu de difficulté évidemment à comprendre et à suivre les informations qui m'étaient données. Donc, il me restait plus que celui-ci, le tome 2. La couverture est trop jolie, je trouve. C'est tout simple, mais les tons sont super beaux dans ces tons rouge-orange. Je trouve ça magnifique. À l'arrière, on a la même chose également, le phare entre ces deux falaises, ces deux rochers. J'ai également hâte de le lire. Je ne sais pas quand je vais pouvoir lire tout ça, étant donné que j'ai déjà une liste de livres à lire en hiver qui est quand même assez conséquente. À mon avis, je pourrais en caser quelques-uns, mais peut-être pas tous dans le mois de janvier et février. Enfin, on verra bien. Mes lectures en cours, il y a bien sûr celui-ci, La fileuse d'argent. Alors c'est un livre qui a été choisi. J'hésitais entre 2 livres à lire. Donc celui-ci, La fileuse d'argent et Le corbeau de Noël de Anne Perrin. Je pense que c'est bien ça. Et comme j'arrivais pas à choisir entre les deux, j'ai fait un petit sondage sur Insta et vous aviez choisi, en tout cas les personnes qui ont voté ont sélectionné celui-ci. Les deux étaient assez proches au niveau des votes, mais il y avait un petit avantage pour celui-là. Donc, je l'ai commencé. J'ai lu ceci, je suis à la page 183 et il y en a 540, 543, quelque chose comme ça. Donc j'ai lu, je suis presque à la moitié et j'aime beaucoup. C'est de Naomi Novik et c'est aux éditions J'ai lu. C'est le premier livre que je lis d'elle. J'aime vraiment bien. On va suivre 3 personnages dans cette lecture. Donc on a le premier personnage qui est Myriam. Pour sauver sa famille, elle va reprendre l'activité, la profession de son père. Qui est un prêteur. Un prêteur qui n'est pas très strict dans le sens où il ne va pas rechercher l'argent qu'on lui doit, ce qui fait que sa famille est assez pauvre et elle en a assez de ces conditions parce qu'ils vivent dans un endroit très dur, il fait très froid, la maladie est présente et pour en fait éviter que les gens de sa famille ne finissent par mourir de faim, de froid ou de maladie, elle décide de prendre les choses en main et de faire le travail de son père qu'elle réalise vraiment très bien.
Elle a apparemment un don pour ça, elle est stricte mais juste et elle finit par récupérer l'argent que les gens du village ou aux alentours lui doivent. Le problème, c'est qu'elle va attirer évidemment l'attention de créatures qui s'appellent les Starik. Les Starek, je ne sais pas comment on prononce, qui sont des créatures effroyables, qui sont des créatures barbares, donc les humains en ont peur. Et cette créature va lui demander de changer l'argent en or. Et il va lui demander ça par 3 fois. Et si elle parvient à réaliser cet exploit, il va lui proposer en contrepartie une récompense importante, je vous en dis pas plus. Le second personnage, c'est Wanda. Wanda qui est une fille de ferme. Son père est un ivrogne violent. Elle vit avec 2 de ses frères, mais elle n'a pas vraiment de relation proche par rapport à ses frères. Et ils ont des difficultés de manière générale. Le père a justement une dette envers la famille de Myriam. Et pour rembourser cette dette, Wanda va travailler dans la ferme de Myriam pour sa famille. Et enfin, on a un troisième personnage qu'on va suivre qui est une jeune fille qui s'appelle Irina. Elle vit dans un château, elle n'a pas de problème de pauvreté ou de maladie, ce genre de choses, mais son sort n'est pas plus enviable non plus parce que la relation avec son père, le duc, est pas au beau fixe. Et son père, il a qu'une seule hâte, c'est la marier au plus vite. Et il souhaite la marier avec un homme influent, un homme riche bien entendu, mais cet homme est connu pour sa très grande cruauté et lui il en a vraiment rien à faire du sort de sa fille. Et donc dans cette histoire on va suivre ces 3 personnages qui sont liés évidemment. On voit très bien le lien par rapport qui se fait très vite par rapport à Myriam et Wanda, étant donné que Wanda vient travailler pour la famille de Myriam. En ce qui concerne le personnage d'Irina, elle n'a pas encore, enfin en tout cas au stade où je suis, elle n'a pas encore eu contact avec ces 2 personnages féminins, mais sans doute que ça va arriver à un moment donné. En tout cas, je le vois comme ça. Je suppose qu'il y aura des liens entre ces 3 personnages féminins. J'aime bien l'univers, j'aime bien le style. Je m'ennuie pas du tout dans ma lecture, il n'y a pas un suspense de fou, c'est pas du tout ça, mais ça avance bien, les choses se mettent en place, c'est intriguant, aussi bien pour les 3 personnages parce qu'on se demande ce qui va arriver à ces 3 jeunes filles. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Je suis curieuse de poursuivre et d'avoir le fin mot de l'histoire. Je vous en dirai plus sans doute la semaine prochaine. J'aurai le temps d'ici là de le terminer pour vous donner un peu plus d'informations. J'ai également cette lecture en cours. Les filles de la Villa Ozetov de Anne Jacobs aux éditions 10-18. J'ai bien avancé. La semaine passée, j'avais quasiment pas entamé ce livre. Maintenant, je suis à la page 287. Il y a aussi 600 pages, voilà, presque, il y a 700 pages également. Ce sont des livres assez denses, mais à nouveau, comme pour le premier, ça se lit super vite. On ne voit pas les pages passer. J'adore vraiment cette ambiance. Ici, on se retrouve en plein pendant la guerre. Donc, on a les difficultés parce que tous les hommes, ou presque, sont partis à la guerre. Ils sont partis en pensant que leur victoire était assurée, mais évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de difficultés et donc les filles, les femmes vont se retrouver à la villa et elles vont mettre des choses en place, elles vont faire face aux difficultés de la guerre parce qu'on n'arrive plus à se fournir simplement en matériaux, évidemment en étoffe, mais également en nourriture. Les temps sont durs. Il y a des soucis d'argent aussi qui vont arriver. Il y a cette crainte de la guerre, cette crainte de ne pas retrouver leur mari en un seul morceau ou simplement en vie. Il se passe vraiment tout le temps des choses. C'est super agréable. Je conseille. Il ne faut pas avoir peur par rapport à l'épaisseur des livres parce que certes il y a beaucoup de pages bien sûr, et ici c'est les formats poche. Dans les grands formats c'est les éditions Charleston. Et là, c'est vraiment une brique de fou. Moi, je les ai pris ici en format poche. Mais
il faut se lancer. Et une fois qu'on est dedans, on n'en sort plus, ça se lit tout seul, c'est vraiment bien fait. À la base, c'est pas trop mon style de lecture, mais ici, c'est impossible de lâcher ces livres, on est tout de suite dedans, c'est quelque chose à lire absolument.